Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la vengeance de Vukodlak. J'ai bien travaillé depuis la semaine dernière. Euh, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait rapidement, mais pour que la vidéo reste assez courte, je pense que je vais aller assez vite là-dessus, relativement vite là-dessus, pour qu'on puisse commencer à jouer pour de vrai. Donc ce que j'ai fait depuis la dernière fois, c'est que j'ai fait des fiches. Je vais vous les montrer. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que ça marche? J'espère que ça marche, que vous voyez le bon écran. J'ai pris un preset de fiche pour BX qui existait déjà, je l'ai un tout petit peu modifié. Et ici, on a sur un seul écran tous nos Power Rangers. Donc Radu en jaune, Anastasia en rouge, Maciej en orange, Jedrula en violet, Pavel en gris et Kuba en bleu. Ils ont été équipés, comme vous pouvez le voir en bas de l'écran, les voleurs ont leurs compétences. Ce que j'ai fait qui est assez important, c'est que je leur ai tous donné de l'XP pour démarrer de manière aléatoire. Pour chacun d'entre eux, j'ai lancé un des 20 euh, et que j'ai multiplié par 100. Ce qui fait qu'on a par exemple Yedrula en violet qui démarre déjà en étant un voleur niveau 2 parce il a 1200 XP et ça fait de lui un voleur de niveau 2. Voilà. Vous voyez que pour ceux qui n'ont pas l'habitude de BX et D&D des anciennes éditions, toutes les classes ne progressent pas à la même vitesse. C'est-à-dire que les plus rapides à progresser seront les voleurs, par exemple, qui ont leur niveau 2 à 1200 XP. Oh, j'avais dit que je passerais rapidement sur la création de personnages, mais je commence déjà à m'égarer. Voilà, bon, les magiciens sont beaucoup plus lents, avec les guerriers et les clercs qui sont dans un juste milieu. Ce que je voulais vous montrer par contre, que je trouve plus intéressant, c'est que j'ai lancé un D6 pour déterminer l'alignement de chacun des serviteurs, et j'ai trouvé que ça suffisait pas. Ou alors plutôt, en obtenant certains résultats, je me suis demandé, oui, euh, mais encore. C'est-à-dire que j'ai eu deux personnages avec l'alignement lawful, donc dans BX, c'est l'ordre et les gentils, l'ordre établi, le bien, les paladins. Euh, et je me suis demandé, ben, qu'est-ce que ça signifie en fait que Anastasia et Kuba soient lawful dans un groupe plutôt malveillant. Et donc pour ça, j'ai fait où est-ce que j'ai mis ça? J'ai fait un autre tableau avec des traits de personnalité que je considère comme correspondant à ces alignements. Et j'ai lancé un D6 supplémentaire, ce qui fait que on a eu pour Radu, il est chaotique, certes, mais son trait de personnalité principal, c'est que c'est une tête brûlée. Anastasia, elle est d'alignement lawful et ça se traduit par un attachement à la justice. Donc on verra à quel moment ça pourra poser problème ou rentrer en conflit avec d'autres personnages, peut-être, on verra. Maciej, lui, sa personnalité, c'est d'être curieux. Souvenez-vous, Maciej, c'est notre imbécile heureux avec son 5 en intelligence. Donc je trouve que ça colle plutôt bien. Euh, on verra si ça lui attire des ennuis. C'est vrai que en lisant les alignements, là, et les traits de personnalité, je me dis que on va vraiment, on se facilite pas la tâche, mais c'est pas grave, je suis sûr que ce sera amusant. Yedrula, qui est notre personnage le plus expérimenté, lui, je lui ai mis enfin, j'ai tiré le trait étourdi. Du coup, maintenant, je l'imagine un petit peu. Je pense que c'est le plus vieux de la bande, et je pense que il est débrouillard, il sait faire deux trois trucs, mais je pense qu'il est un petit peu attaqué du ciboulot et qu'il n'est pas forcément très attentif. Nous avons Pavel.
qui lui a eu le très chaotique menteur. Alors ça, j'ai hâte de voir s'il a l'occasion de le mettre à profit. Ce sera sans doute très intéressant. Et pour Kuba, notre guerrier, nous avons eu bienveillant. Donc effectivement, c'est à mettre dans le contexte d'un groupe malveillant dirigé par un vampire, lui-même chaotique, et ce ne sont que des subordonnés. Donc on va voir, est-ce que ça pourrait le pousser à faire des tests de loyauté, par exemple, lorsqu'on lui demande de commettre des actes qu'il considérera répréhensibles. On verra. Passons. Voilà. Le reste, c'est des stats. C'est pas très intéressant. On a déjà passé beaucoup de temps sur les stats la dernière fois. Et j'ai aussi fait une fiche pour Vukodlak et Iolas. Donc pareil, je leur ai tiré de l'XP. Alors j'ai noté ça dans mon cahier. Comment j'ai fait pour tirer de l'XP pour eux? Pour Iolas, j'ai fait 1 des 6 fois 1000 en XP. Il a eu 2000, donc c'est aussi un voleur de niveau 2. Et pour Vukodlak, je ne l'ai pas noté, ce qui est très intéressant. Donc voilà, il a 5000 d'XP, ça fait de lui un vampire niveau 3. Mais si je me souviens plus. Oh, pardon. Si je ne me souviens plus du dé que j'ai lancé, c'était en tout cas très très avantageux pour qu'il soit de niveau 1 à 4, si possible. Et ben je crois que c'était. Ça veut dire que c'était un des 10. J'ai dû lancer un des 10 fois 100. Non, un des 10 fois 1000. Oui, c'est ça. Très bien. Euh, j'ai choisi des sorts. Oui, finalement, Anastasia, j'avais dit qu'elle serait peut-être magicienne. Bon, elle est magicienne du coup. J'ai tiré son sort au hasard et c'est malheureusement un des sorts que j'aime le moins, qui est un sort très très comment on appelle ça, situationnel, qui s'appelle Hold Portal en anglais. Et déjà au départ pour moi il y avait une incompréhension la première fois que j'ai joué. Je pensais que ça concernait uniquement les portails de type magique, téléportation, etc. Et donc je pensais que c'était vraiment incroyablement situationnel. Il s'avère qu'en fait ça peut concerner aussi n'importe quelle porte, trappe ou entrée. Et ce sort, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il rend cette issue infranchissable pendant un certain temps. Je pourrais vérifier, mais c'est intéressant du coup. Par exemple, si on doit faire quelque chose dans une pièce, que les gardes arrivent et ils sont en train d'essayer de tambouriner sur la porte, on peut lancer ce sort-là pour s'en prémunir un certain temps. Et notre ami Vukodlak, euh, j'ai tiré au sort. Alors j'ai un peu triché, hein, comme vous allez, comme je vais vous l'expliquer. Mon tirage original, c'était Read Languages, Projectile magique, en anglais c'est Magic Missile, et Detect Invisible pour son sort de niveau 2. Et j'ai pas trop aimé Magic Missile. Je me suis dit, c'est pas suffisamment intéressant euh, pour notre personnage principal. Je lui ai arbitrairement donné mon sort préféré qui est Sleep, qui permet de mettre hors d'état de nuire tout un groupe d'ennemis sans jet de sauvegarde, sans rien. Donc c'est très 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 fort et je trouve que pour un vampire, c'est vraiment le genre de sort qui colle tout à fait. Hum, quoi d'autre? Au niveau des points de vie, si c'est intéressant, on a quand même deux personnages qui se retrouvent avec 2 points de vie, dont un guerrier. Donc, je vous avais dit, je- j'ai pas grand espoir d'en voir beaucoup sortir du premier donjon, mais ouais, Anastasia, malheureusement, 2 points de vie, il faut vraiment pas qu'elle se fasse toucher, parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas de... Les dégâts, c'est en général 1 des 6 pour les monstres, ou alors plus. Mais ouais, si Anastasia se fait toucher, elle est quasi sûre de mourir.
Pareil pour Kuba. Et je le rappelle, il n'y a pas moyen dans ce système de revenir à la vie. Donc c'est intéressant, sinon on n'a rien de trop exceptionnel. On a juste Radu qui s'en sort bien avec 8 points de vie, ce qui est pas mal pour un niveau 1. Yedru, là, malgré le fait qu'il soit niveau 2, il n'a que 5 HP parce que les voleurs, ils ont un des 4 HP. Et donc il a eu un des 4 au niveau 1 et pour son niveau 2, il a eu encore un des 4. Ça n'a amené que jusqu'à 5. C'est, ils sont tous susceptibles au one-shot pour l'instant, sauf Radu. Euh, Même notre ami Yolas n'a pas beaucoup de points de vie. Et Vukodlak, je vais vous expliquer pourquoi il a autant de points de vie. C'est que j'ai mis ensemble différentes. J'ai mélangé plusieurs classes pour arriver à cette classe de vampire. Du coup, par niveau, il aura un D8 plus sa constitution. C'est autant qu'un guerrier, donc je voulais qu'il soit très 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 solide. Il peut pas porter d'armure. Ses jets de sauvegarde correspondent à ceux d'un nain. Je sais pas si je les ai mis à jour dans la. Non, je les ai pas. Oui, que c'est pas à jour. Je vais faire ça rapidement. Hop. Et voilà, c'est rétabli. Donc, notre vampire a la même table de save qu'un nain, donc très avantageuse. Il a la table de progression d'un magicien, donc la plus lente possible, je crois. Ou alors, est-ce que c'est l'elfe qui a la plus lente possible? Peu importe, en tout cas, je choisis le magicien. Ce qui fait que oui, avec ses 5000 XP, il est niveau 3. Ce qui est très très sympa, il a 3 sorts du coup. Oui, c'est ça. 2 sorts de niveau 1, un sort de niveau 2, et du coup, il peut lancer. Je sais pas si vous voyez comment ça fonctionne, mais il aura 3 slots. Il a 2 slots de niveau 2, pardon, 2 slots de niveau 1 slot de niveau 2, ce qui veut dire qu'il peut lancer 2 fois Sleep, ou alors lancer une fois Sleep, une fois Read Languages, et en tout cas, il peut lancer qu'une seule fois son sort de niveau 2, qui est Detect Invisible. J'ai noté ici la règle s'il venait à perdre tous ses points de vie. Et j'avais noté ici, voilà. Son XP de départ, c'est 1 des 10 fois 1000. Trop bien. Et on va pouvoir commencer, mais je dois encore vous expliquer quelque chose. C'est mon process pour les donjons. Parce que ce qui va se passer au tout début de notre histoire, c'est que Vukodlak vient de fuir sa terre natale à cause de son rival Malvolio. Et il doit, pour arriver dans cette nouvelle région, que je n'ai pas encore nommée, mais qui est majoritairement recouverte par de la jungle, il doit traverser une chaîne de montagnes et il a trouvé un passage souterrain, un peu comme les mines de la Moria, pour arriver dans cette nouvelle région. Et ce sera en fait le début de notre aventure, ce sera de sortir de ce donjon-là. Donc, en m'inspirant de Four Against Darkness, euh, de ce que fait Brian sur sa chaîne, et de ce que j'ai pu trouver dans Shadow Dark et dans BX. J'ai fait un petit système avec certaines tables sont maison également pour, pouvoir générer des donjons aléatoirement, mais en gardant un tout petit peu plus de cohérence que dans Four Against Darkness, notamment sur les tables de monstres, je vais vous l'expliquer bientôt. Donc la première chose que je fais quand je vais démarrer un donjon, c'est que je vais déterminer l'objectif de ce donjon. Donc sur une table de 6, j'ai déterminé que ça pouvait être... bon, j'ai choisi arbitrairement pour ce premier donjon que le but, ce serait d'en sortir. Parce que là, on essaie de traverser ce donjon pour arriver dans une nouvelle région, pour s'éloigner le plus possible de Malvolio, d'échapper au triste sort qui semblait attendre Vukodlak.
On pourrait aussi avoir la possibilité de devoir trouver un objet, par exemple si on s'aventure dans des catacombes et qu'on doit trouver un artefact magique. Ça pourrait être détruire un ennemi en particulier, un boss, ou assassiner quelqu'un dans une forteresse. Ça pourrait être tuer tous les habitants. Donc typiquement en Diablo 2, la première quête, l'antre du mal, descendre dans la caverne, tuer tous les monstres. Ça pourrait être sauver un prisonnier, pourquoi pas. Et enfin, le dernier objectif, ça pourrait être résoudre un mystère. Et là, c'est plutôt vague, mais ça pourrait être découvrir des informations sur une civilisation perdue ou enquêter sur un meurtre, je ne sais pas. Voilà. Tous les mystères que vous pourrez imaginer. Vous me donnerez des idées en commentaire si vous voulez. Et cet objectif-là, il va déterminer eh bien, ce qui apparaît quand on va avoir le résultat objectif en génération de salles. Mais je m'avance un peu, on va expliquer les choses dans l'ordre. Ensuite, on va déterminer la taille maximale du donjon. Vous voyez que les 3 premières étapes, elles sont entre parenthèses. Ça veut dire qu'elles sont pas obligatoires. On peut très bien déterminer arbitrairement et se dire, bon, j'ai envie de faire un donjon de 10 salles, j'ai pas envie qu'il fasse 24 salles. De la même manière, dans l'étape précédente, j'ai choisi que l'objectif c'était de sortir. Et ici donc, on va lancer un dé 20 et ajouter 4 pour avoir un résultat entre 5 et 24, ce qui me paraît... de toute façon, j'ai improvisé pour cette valeur-là. Je sais pas vraiment si ça va être long ou pas, parce que d'habitude, je fais ça pour For Against Darkness, mais dans lesquels la gestion, les combats, etc. sont très 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 rapides. Donc c'est possible que 24 salles avec les règles de BX ce soit un petit peu long. C'est pas grave, on va tester, on va bien voir. Et enfin, déterminer la population du donjon. Donc ça, c'est pour avoir une forme de cohérence, parce que j'aime pas trop les donjons dans lesquels, euh, première salle, on rencontre des kobolds, ensuite dans la deuxième, un beholder, et ensuite des morts vivants. Je trouve que c'est difficile à justifier. Enfin, on peut toujours tout justifier, hein. Le plus facile, c'est la tour d'un magicien dans laquelle il a établi des défenses sur mesure. Mais là, c'est pas le cas. Du coup, j'ai préparé. Ça, c'est vraiment un work in progress. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai préparé pour les tables de rencontre. C'est que il y en a pour chaque type d'ennemi, d'environnement. Mais tout n'est pas prêt parce que c'est assez long mine de rien. En fait, je l'ai fait. C'est des copier-coller hein, pour l'instant, mais je l'ai fait vraiment que pour les bandits. Donc ce premier donjon qu'on va traverser, il sera rempli de bandits. Et revenons à notre process de génération de donjon. Donc ça nous permet de savoir ici à quelle table se référer pour peupler le donjon. Ensuite, ça c'est 100% pioché dans For Against Darkness, c'est-à-dire que on va déjà générer une première salle avec un des 6. On va le faire tout de suite. Deux. Donc ce sera cette salle-là, l'entrée. Ok. Euh, alors, est-ce que je vais couper ça? Oui, je vais pas vous embêter avec le gribouillage. Et je me rends compte que ça va faire peut-être un peu petit. On verra ce que ça va donner. Euh, après, c'est vrai que ce que j'écris là, ça va surtout être pour moi. Désolé. Mais sinon, j'essaierai de trouver un système si vraiment c'est illisible pour la vidéo. Deuxième étape. Donc, pardon. Vous voyez que c'est une table légèrement différente pour l'entrée, mais que pour toutes les salles suivantes, je vais pas générer avec un D6, mais avec un D66. Tout simplement, c'est 2 D6
qu'on lit avec un dé représentant les dizaines et un autre les unités. Donc ensuite, on doit générer le contenu de la salle, sauf pour l'entrée. L'entrée est toujours vide, par souci de commodité. Mais je vais quand même vous expliquer ce qu'on peut y trouver. La salle peut être vide, c'est le cas ici. On peut avoir un obstacle, donc ça va nous renvoyer à une autre table. On peut avoir un ennemi seul, un petit groupe d'ennemis, un grand groupe d'ennemis. Ça nous renvoie à la table qui dépend du type de population du donjon. On peut avoir un passage secret. Donc le passage secret, ça va créer une ouverture vers une, euh, une nouvelle salle ou une salle déjà existante, mais en tout cas, on va lancer un dé de direction, un petit peu comme dans Warhammer avec les armes de siège, et voir où est-ce qu'on le passage secret nous fait atterrir. Si le passage secret nous fait atterrir en dehors de la carte, eh bien, je considère que c'est une sortie vers une nouvelle sortie vers le monde extérieur. Le 7, ça va être un trésor. Je ne me suis pas trop penché sur la génération des trésors aléatoires pour l'instant, donc je pense que je vais utiliser tout simplement la table qui existe dans les règles de BX pour un donjon correspondant au type d'ennemi bandit. Voilà. Et enfin, ce qui nous intéresse, mais que j'espère qu'on va pas qu'on va pas trouver tout de suite, c'est l'objectif. L'objectif, ça devrait a priori nous amener vers la fin d'un donjon. Donc là, ça va créer une sortie vers le monde extérieur, au même titre que le passage secret s'il sort de la map. Et si jamais l'objectif était de trouver un objet en particulier, eh bien ce serait cet objet-là qui apparaîtrait. Si c'était un boss, ce serait ce boss-là qui apparaît, etc. Ce qu'on va faire, bon après il y a d'autres tables qui vont en découler selon les résultats qu'on va avoir ici, mais pour le moment, on va se contenter d'avancer dans le donjon. Donc pour ça, je vais revenir sur cet écran-là. Et avec les figurines, on va créer un ordre de marche. Donc, ce que je vais vous donner comme indication, c'est que sur une salle, à l'intérieur d'une salle, l'ordre de marche n'est pas forcément très important. Mais dans un couloir, si jamais on arrive dans un couloir, eh bien, on va considérer que une case permet à 2 personnages maximum de se tenir côte à côte. Assez classique. Mais on ne veut surtout pas que vous, Codelak, et Yolas soit en première ligne, on va plutôt mettre qui c'est qui a beaucoup de points de vie, c'est Radu. Et on va lui mettre un voleur avec lui, on va mettre Yedrul. Voilà. Ensuite, au deuxième rang, on va mettre Kuba et Maciej. Et ensuite, Anastasia et Pavel. Et au fond, bien sûr, on va mettre Yolas et Vukodlak, que j'espère garder en vie le plus longtemps possible. Il y a des choses à prendre en compte que je n'ai pas l'habitude de faire, comme je vous l'avais dit, parce que c'est dans les règles de BX, mais je l'ai complètement skippé la première fois que j'ai essayé de jouer à BX. J'ai complètement ignoré ça, alors que c'était vraiment une mécanique importante. C'est la gestion des ressources, donc des rations, de la lumière et du repos. Parce que Vukodlak, lui, n'a pas besoin d'aucune de ces choses-là, mais par contre, ses serviteurs, oui. Et selon les règles de BX, tous les 6 tours de 10 minutes, il faut que déjà une torche expire et il faut que les personnages se reposent. Donc il y aura un jet pour savoir s'il y a des monstres qui interrompent leur repos. Et, euh, et puis voilà. Quoi d'autre? Bon, on va commencer. Oui, et à chaque repos, je pense que chaque humain doit utiliser une ration. Voilà.
Commençons, commençons. Donc là, on se retrouve dans cette première salle. Donc je pense que avant d'arriver là, le groupe de Vaucaudellac a déjà marché dans des tunnels caverneux plusieurs heures avant d'arriver sur du bâti ici. Sans doute une ancienne mine ou peut-être un, un royaume nain, on ne sait pas. Et du coup, le groupe a trois possibilités. Soit il s'engage dans ce couloir face à lui, soit il prend l'une de ces deux portes. On va, on va s'engager dans cette porte-là. Et du coup, on va générer une nouvelle salle. Pour cela, on doit lancer le D66. Donc là, le dé violet sera les dizaines et le dé orange sera les unités. Donc on a du 63. 63, ça nous donne ça. Donc c'est un couloir. Et nous allons générer son contenu avec un des 6. C'est un 1. Le couloir est vide. Ouf. On va noter quelque part le nombre de tours qu'on passe pour savoir quand est-ce qu'on se repose. Je pense qu'on va faire ça sur le côté de la feuille. Donc, traverser cette pièce, ça nous aura coûté un tour. On va expérimenter là-dessus. On pourrait faire case par case, savoir combien de temps ça nous prend. Mais pour démarrer, je pense que je vais essayer de simplifier un petit peu et de proposer quelque chose comme une pièce égale un tour. Voilà, peut-être qu'on peut se dire que c'est un peu long, euh, 10 minutes pour traverser une pièce, mais il faut se rappeler que les personnages sont dans une semi-obscurité, éclairés seulement par une torche, et ils avancent précautionneusement, voir s'il y a des pièges, ce genre de choses. Donc, la salle 2 est vide, et on va se faire un compteur de tours. Donc, traverser cette pièce-là, ça nous a pris un tour, et traverser le couloir nous prend un deuxième tour. Ok. Bien, je propose qu'on continue tout droit. Qu'est-ce qu'on obtient avec le D66? On obtient un 53. Ah. Le 53, ça nous donne un embranchement en T, comme ça. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. 5. Qu'est-ce que c'est 5? Un grand groupe d'ennemis. Oh, allez, c'est parti. D'accord, donc si je fais ça, magnifique. Donc un grand groupe d'ennemis. Oups, vous voyez pas ce que je fais. Un grand groupe d'ennemis dans un donjon peuplé de bandits, ça peut nous donner ce type de résultat-là. Pareil, je dois lancer un nouveau D6. Là, vous voyez que j'ai un résultat qui s'appelle autre table, parce que j'ai trouvé que ce serait intéressant si on pouvait aller piocher dans une autre table exceptionnellement. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un ogre ou un troll malgré tout captif ou errant dans un donjon? Euh, et voilà, c'est tout. Alors là, aucune des autres tables n'est prête, donc je vais juste relancer malheureusement si on tombe sur un 6. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? 6, voilà, bah, super. Parfait. Peut-être que je le couperai au montage. 5. Oh mon dieu. Ok, ça va être terrible. Donc, on va immédiatement oh mon dieu, dans ce tout petit couloir, on va affronter 8 bandits et un vétéran. Alors, je vais préparer ça. Ça a immédiatement dégénéré et j'ai sorti les figurines de Conan. Je pensais, j'avais pas réfléchi à tout ça. Je pensais que peut-être que j'allais utiliser des dés.
comme quand je joue à 4AD, For Against Darkness, mais je me suis dit des bandits, ça j'en ai a priori. Donc nous avons les 8 bandits et leur chef, et on arrive déjà à 30 minutes de vidéo. Donc je vais arrêter cette vidéo ici, relire un petit peu les règles du combat, et on se retrouve au prochain épisode pour la bataille entre les serviteurs de Vukodlak et ce chef bandit et ses propres serviteurs. À plus tard.